Alors, rebonjour, bienvenue à ce module connaissances vétérinaires de base. On va tout de suite passer à la partie numéro 2. Mon nom est toujours le même et ce qui est important pour toi, c'est que tu te souviennes de cette adresse email le cas échéant pour poser des questions. Et je rappelle encore une fois qu'à chaque question, il y aura une réponse. Donc si tu as des doutes ou des questions, n'hésite pas. On a vu lors de la première partie passablement d'éléments concernant le passeport. On va passer dans le vif du sujet et venir maintenant sur le contrôle vétérinaire d'entrée, qui est une partie importante et absolument nécessaire pour pouvoir participer à un concours FEI. On parlera ensuite d'un domaine qui est important et auquel tu dois prêter attention, qui est le domaine de la bouche et des dents. On parlera un tout petit peu aussi de biomécanique et ce qu'on appelle la locomotion et quelques informations aussi très très importantes sur le sabot. Ce sont uniquement des bases, je te rassure. Et finalement, un message à retenir. Donc les objectifs de ce cours, la partie 2 comme la partie 1, c'est de connaître les défis des compétitions internationales et tu sais gérer les domaines réglementaires de la FEI, notamment tout ce qui concerne le passeport, l'identification et la visite vétérinaire. N'oublie pas que c'est la carte de visite de ta personne d'une part, de ta nation que tu représentes aussi, et de faire une bonne impression dès le départ, c'est déjà une bonne chose de faite. Et par la même occasion, à la fin de ce module, tu auras élargi et complété tes connaissances sur l'anatomie et la physiologie du cheval, en tout cas dans les domaines qui sont importants. Alors l'inspection vétérinaire lors d'un concours FEI, c'est un moment très important que ton cheval doit passer avant de pouvoir prendre le départ. Et pour ça, il y a passablement de choses que tu dois maîtriser tout au départ. Et il y a des choses qui peuvent se préparer déjà à la maison. Et on a parlé, dans le module précédent, on a parlé de cette maladie, la rhinopneumonie. Et depuis l'apparition de cette épidémie l'année passée en 2021 et à la suppression d'un bon nombre de concours, la FEI a mis en place tout un système ce qu'on appelle une auto-certification de l'état de santé de ton cheval. Et ici, tu as l'extrait du nouveau règlement vétérinaire qui précise ce que doit pouvoir montrer un cheval au moment où tu arrives dans les écuries d'un concours. Et ce qui est particulièrement important, c'est d'arriver avec un cheval sur lequel tu auras pris des mesures de température à titre régulier. On verra que ces températures doivent se prendre 2 fois par jour et tu dois arriver au concours avec les températures enregistrées pendant les 3 derniers jours avant l'arrivée pour que tu puisses satisfaire aux conditions d'entrée à cette visite vétérinaire. C'est ce que dit ici cet extrait du règlement vétérinaire en anglais. Et seulement à ce moment-là, tu pourras rentrer dans la procédure d'enregistrement du concours, ce que dit ce caractère G de cette réglementation, Register the horse's arrival at the event using the FEI Horse App. Donc j'espère que tu as déjà téléchargé cette Horse App de la FEI sur ton téléphone portable. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire, et il faut le faire peut-être maintenant, et tu peux t'arrêter et le faire, ou le faire immédiatement après cette leçon ou cette formation continue. Cette Horse App, on va la voir en détail. Je vais lancer cette vidéo de manière à ce qu'on puisse voir exactement de quoi il s'agit. Il s'agit essentiellement d'un contrôle de température. Cette app te permet, ou permet surtout aux vétérinaires aussi, en parallèle, de voir si tu es bien enregistré, tu as été bien annoncé par ta fédération pour le concours en question, si tu as déjà procédé au contrôle de température durant les 3 jours qui précèdent l'arrivée. Et ceci, tu dois le faire 2 fois par jour, inscrire les températures. Il faudra que tu continues de le faire aussi pendant la manifestation. Et il faudra aussi veiller à une chose extrêmement importante, au moment où tu pars de la manifestation et que tu quittes l'endroit, que véritablement
ton départ ait été bien enregistré, de manière à ce que ton dossier, entre guillemets, en ce qui concerne les températures, soit bel et bien clos et terminé. Et ensuite, rappelle-toi, chaque fois que tu pars ou tu as l'intention de partir à un concours, il faut que dans les 3 jours qui précèdent, tu aies mesuré 2 fois par jour les températures de ton cheval, respectivement de tes chevaux. Et il est important de contrôler ça avant d'arriver, parce que c'est la première pierre d'achoppement que le vétérinaire de contrôle va regarder. Alors, dans les examens qui se passent au moment où tu arrives, il y a ces contrôles de température. Et de nouveau, je me suis permis de mettre cet article en anglais, qui est l'extrait du règlement vétérinaire, où tout est inscrit. On ne va pas rentrer dans les moindres détails, mais la présence du passeport, les vaccinations qui sont à jour, la signature du propriétaire, le signalement qui joue et où il n'y a pas de défaut, éventuellement les remarques qui auraient pu être mises dans les pages d'identification qui ont été corrigées, et surtout l'utilisation de cette Horse App de la FEI que chaque vétérinaire sur place va pouvoir contrôler. Ensuite, il est dit aussi ce que ce vétérinaire peut faire ou ne pas faire pendant ce premier examen. Il n'est pas question de faire une visite d'achat pendant cet examen, mais le vétérinaire va faire le tour du cheval pour voir s'il y a des traces de blessures, il y a des zones qui sont enflées, il y a quelque chose d'anormal. Il est autorisé aussi à prendre un membre, peut-être, pour regarder et sentir quelque chose. Il ne fait en aucun cas de flexion et il ne fait aucun test de boiterie autre. Ce n'est pas du tout le but. Par contre, il est autorisé à regarder le cheval de près. Ensuite, il va te faire marcher le cheval, d'abord au pas, puis au trot. Et sur ce dessin, tu vois très très clairement la manière dont cette visite se déroule. Donc on part du vétérinaire, de son endroit, au pas, puis au trot. Et ensuite, en bout de la piste, on tourne à droite et pas à gauche. La question se pose toujours, pourquoi à droite et pas à gauche? La réponse est simple, si tu tournes à gauche, le risque que toi tu te fasses marcher dessus est grand. Et c'est toujours un moment délicat. Les chevaux, il y a en général beaucoup de chevaux sur la place. Les chevaux sont un peu excités. Il y a des chevaux qui sont aussi un peu plus délicats à trotter. Et il y a peut-être aussi la présence de certains étalons qui font que la visite vétérinaire peut être plus ou moins difficile. C'est aussi le travail du steward de bien diriger cette visite et de permettre à ce qu'elle se déroule dans de bonnes conditions, que les chevaux arrivent à un rythme régulier, que la distance entre chaque cheval soit respectée. Et ce schéma dit assez bien comment cette visite doit se dérouler. Donc je te recommande de regarder ça un peu en détail et de pouvoir éventuellement, le cas échéant, revenir dans le règlement vétérinaire pour voir le chapitre qui le concerne. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que si par hypothèse le cheval ne passait pas la visite vétérinaire le jour de l'entrée, il y a une deuxième inspection qui est toujours possible. Et à ce moment-là, le vétérinaire traitant, respectivement le délégué vétérinaire FEI, t'expliquera le pourquoi du comment et comment se passe la suite. On passe à un autre chapitre qui est celui de la bouche et des dents. Alors c'est une zone qui nécessite une attention et des soins permanents. La première chose que tu peux voir sur ce schéma et sur cette image, c'est qu'en fait, il y a deux catégories de dents. Tu vois des dents devant qu'on appelle des incisives. C'est celles qui sont là avec lesquelles le cheval peut se défendre en fait, parce que quand on parle d'un cheval qui mord, c'est essentiellement avec les incisives qu'il le fait. Et ensuite tu vois toute une série de dents dans la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. On parle des prémolaires et des molaires comme chez nous. Et tu vois, la première chose qui est intéressante quand on voit ça, c'est qu'on voit que les dents ne sont pas alignées. Elles sont ce qu'on appelle divergentes. Si tu regardes les premières si je mets ma souris, voilà, si tu vois ici, ce sont les premières prémolaires.
tu vois, d'abord, la première chose qu'on remarque, c'est que le 4/5 de la dent, 80% de la dent, se trouve à l'intérieur de l'os et pas dans la bouche. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que l'axe des dents part gentiment vers l'arrière. On appelle ça une position divergente des racines dentaires. Donc tu peux bien t'imaginer que si on ne fait pas attention à l'hygiène des dents, ou s'il y a eu un problème d'une dent qui se serait en par hypothèse brisée, ou qui a un abcès, on se rend bien compte que s'il faut commencer à aller drainer quelque chose ou extraire une dent dans cette région, c'est extrêmement difficile. La même remarque s'applique pour les dents qui sont ici dans la mâchoire inférieure. Et peut-être aussi quelque chose que tu ne sais pas forcément, mais qu'il est important de savoir, c'est que la musculature qui se trouve ici et qui permet au cheval de mâcher, ce qu'on appelle la musculature des masséters. C'est en fait une des régions les plus puissantes au niveau musculaire que le cheval possède. Il a une force énorme. Donc un doigt, un membre ou une partie du bras qui irait dans les molaires ou dans la région des molaires, il est très facilement brisé. Les chevaux ont une force énorme avec les molaires et les prémolaires. Pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser aux dents? Déjà pour favoriser une bonne mastication et optimiser l'alimentation. Beaucoup de problèmes digestifs commencent déjà lors de la mastication. C'est la même chose chez l'humain. On dit toujours que la digestion commence dans la bouche et qu'une bonne mastication des aliments permet d'optimiser l'alimentation. Et puis la deuxième chose qui est importante chez le cheval, c'est naturellement assurer le confort du mors en bouche. Et tu vois aussi très très bien ici sur cette image où se trouvent les dents. Et tu vois cette région dans laquelle vient s'insérer une embouchure. On appelle ça cette région, la région des barres. C'est une région où il n'y a pas de dents et c'est la région où le mors peut prendre position. Il est important de dire et de redire qu'une embouchure dans la bouche d'un cheval ne doit pas faire mal et ne fait pas mal si elle est bien positionnée. On se rend compte aussi ici que la manière dont le cheval prend le mors quand on met une bride ou une double bride nous donne aussi des indications sur le positionnement correct des incisives et cette région qu'on appelle les barres. Et un cheval dans la bouche duquel le mors est bien positionné, on voit très bien que l'embouchure n'est pas en contact avec les dents. Il est toujours utile et nécessaire de répéter ça aussi vis-à-vis du grand public. La pose d'une embouchure dans la bouche d'un cheval ne provoque pas de douleur ou ne devrait pas provoquer de douleur. Voilà pourquoi c'est important de connaître aussi le problème de la dentition. C'est que vous voyez ici une très très belle image et vous voyez que les dents de la mâchoire supérieure ont en fait un positionnement qui est plus large que les dents de la mâchoire inférieure. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, quand un cheval mastique, il a un mouvement latéral et par ce mouvement latéral, il y a une usure inégale des dents. Vous avez dans la mâchoire supérieure l'apparition possible de pointes ici et ici, et dans la mâchoire inférieure, vous avez l'apparition de pointes ici et ici. Donc souvenez-vous, la largeur est différente entre le haut et le bas. Le haut est plus large que le bas. Ici, vous avez des images qui ont été prises avec une caméra dans la bouche, enfin un appareil de photo dans la bouche, et vous voyez très très bien ces pointes acérées sur les mâchoires inférieures. Alors si je viens avec mon pointeur, vous voyez ces petites pointes qui se trouvent ici, ou alors qui se trouvent ici, et vous vous rendez bien compte, si vous mettez la main, naturellement, en ayant un pas d'âne qui vous permet de garder la bouche ouverte, sans vous blesser, vous vous rendez compte, si vous posez le doigt dessus, que c'était extrêmement saillant et que ça peut blesser les mâchoires, respectivement les muqueuses de la bouche. Alors vous avez ici des blessures qu'on voit dans la commissure des lèvres. Alors vous les voyez ici très clairement, ou bien vous les voyez ici, et ces blessures sont souvent provoquées par ce qu'on appelle une dent de loup, on verra ce que c'est, ou un mors ou une embouchure qui est mal ajustée. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui arrive souvent, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de soins et de surveillance qui est faite à cet endroit. Qu'est-ce que c'est qu'une dent de loup? Alors vous voyez très très bien cette dent de loup ici. C'est cette petite dent, en fait c'est une prémolaire qui ne se trouve qu'en haut,
qu'à la mâchoire supérieure, et c'est une prémolaire qui est en train de disparaître dans l'évolution d'un cheval. Je pense que les chevaux d'ici une centaine d'années n'auront probablement plus de dents de loup. Actuellement, c'est un embryon de dents qui existe, qui n'est pas forcément en dehors de la muqueuse, mais qui peut provoquer des douleurs, notamment lorsqu'un cheval est débourré, parce qu'on ne se rend pas compte encore de la position du mors dans la bouche de ce cheval. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces dents de loup? On les enlève. Vous la voyez très très bien ici. Elle est mal placée et elle provoque des douleurs, respectivement l'embouchure vient heurter cette dent et vous les voyez ici quand on les a enlevées. C'est tout petit, hein, quand vous regardez la taille des dents qu'on a vue sur la première image, vous vous rendez bien compte que c'est absolument minuscule, par contre c'est pointu et ça peut faire mal. Donc c'est à enlever. Alors voilà, ici, une diapositive qui est assez importante. Pourquoi? Parce que d'abord, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le cheval a aussi des dents de lait. Et le fait d'avoir des dents de lait et de pouvoir suivre l'apparition et la disparition de ces dents de lait, respectivement le changement des dents de lait en dents adultes, nous permet aussi d'estimer l'âge. Vous voyez ici un graphique avec ici la mâchoire inférieure et ici la mâchoire supérieure. On avait parlé des différentes molaires et prémolaires. La dent de loup se trouverait ici. Pardon, ça c'est la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure. La dent de loup se trouverait ici. Et puis vous avez ici ce graphique ici avec les incisives, ce qu'on appelle les incisives. Et ces incisives, c'est celles qu'on voit aussi ici, respectivement là. Vous avez ces incisives, on appelle les premières ici les pinces. Vous avez chaque fois le cadran supérieur à droite, supérieur à gauche, inférieur à droite, inférieur à gauche. Vous avez les premières ici qu'on appelle les pinces, ensuite on a les mitoyennes et ensuite on a les coins. Vous avez ici un poulain dont on voit très très clairement qu'il a les pinces qui sont dehors, les pinces de lait, et vous avez la première mitoyenne qui est en train d'arriver et le coin qui n'est pas encore dehors. Et à l'aide de l'apparition ou la disparition de ces dents de lait, il est possible d'estimer l'âge. Vous voyez ici par exemple un cheval qui est un poulain qui est entre 5 et 12 mois. Vous avez déjà la première pince, hein. Vous avez ici la mitoyenne et vous avez ici le premier coin. Et ce sont des dents de lait. Il faut aussi faire, à quoi il faut faire attention, c'est l'arc que vous avez ici. Vous voyez que la coaptation des dents ici fait un arc de cercle, et plus le cheval va devenir âgé, plus cet angle va devenir aigu, donc les dents vont s'avancer. Vous avez ici une vue, ce qu'on appelle des tables dentaires, donc la surface des dents qui est ici, qui vient en frottement avec la mâchoire opposée. Vous voyez qu'on a ce qu'on appelle ces étoiles, ces espèces de fosses qui se trouvent dans les dents. À l'aide de la forme de ces fosses et de l'usure de ces fosses, on est aussi capable d'estimer l'âge. Et ici, vous avez très clairement le cas d'un cheval qui a 6 ans. Plus le cheval devient âgé, plus l'angle devient aigu, hein. Vous voyez cet angle ici, ça n'a pas du tout le même angle que celui d'un poulain. On est véritablement en train d'avoir une mâchoire avec un angle très très aigu. Et vous voyez aussi les surfaces des tables dentaires qui viennent maintenant tout d'un coup triangulaires et qui est un signe naturellement d'âge. Chez les chevaux, il est très important de dire qu'on est capable, de manière assez sûre, de donner un âge jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est-à-dire une fois que la dentition adulte est présente, mais qu'après, ça devient une estimation tout simplement parce que l'usure des dents dépend beaucoup de la forme de détention d'un cheval. Si le cheval est détenu dans un box et qu'il mange régulièrement de l'alimentation sous forme de grains, ou si c'est un cheval qui est dans un parc ou dans une grande pâture ou un grand pâturage où il n'a pas de grains et où il ne mange que de l'herbe, l'usure des tables dentaires est naturellement différente. Voilà pour les dents. Ensuite, on change de chapitre et on va parler un tout petit peu de locomotion et de sabot ou de biomécanique. Donc, il existe des différences fondamentales entre l'homme et le cheval, ça vous le savez. Nous, on est sur 2 jambes et en fait, le cheval est sur 4 membres et on va faire un tout petit peu d'anatomie comparée. Vous avez cette très belle image ici qui vous montre un tout petit peu comment le cheval est positionné, comment est-ce que vous pourriez vous réagir si vous étiez un homme ou respectivement si vous étiez un cheval comme homme. Vous voyez un tout petit peu la manière dont il se tient.
Et vous voyez surtout une chose qu'il faut savoir, c'est que nous, on a ici une pièce osseuse qui nous permet de lier l'avant-main au corps, qu'on appelle la clavicule, et le cheval, il est important de dire et de savoir que le cheval n'a pas de clavicule. Donc en fait, le seul moyen ou la seule structure anatomique qui permet de faire tenir l'avant-main sur le corps, ce sont les muscles qui tiennent l'avant-main, donc toute la musculature de l'épaule. Ici, vous voyez une image de l'arrière-main et une image de l'avant-main chez un cheval. Et vous vous rendez compte aussi que si je tire ou je trace une ligne comme ça, donc au-dessus du boulet, je ne vois pas la différence entre l'avant-main et l'arrière-main. Vous avez le sabot, vous avez ici la couronne avec le boulet, et vous vous rendez bien compte que c'est la même structure osseuse, que ce soit devant ou derrière. La seule chose qui change, c'est l'angle. Ici, on a un angle qui est plutôt dans l'ordre des 50 degrés, et ici, on a un angle qui est un petit peu plus petit, d'environ 40 à 45 degrés. Donc la seule chose qui diffère jusqu'à l'articulation du boulet, l'avant-main et l'arrière-main, ce sont les angles sur lesquels les chevaux sont posés. Quand on continue l'anatomie comparée, vous voyez ici une image radiographique de ce qu'on appelle le carpe, donc faussement le genou devant, et que cette articulation du carpe correspond au poignet chez l'homme. Ou si vous avez une radiographie d'une main, d'une main, avec l'articulation du carpe, le poignet. Et ce sont les deux mêmes articulations. Si je prends derrière, vous voyez ici l'articulation du jarret, et vous voyez que cette articulation du jarret correspond en fait à notre articulation de la cheville. Vous voyez que les formes se retrouvent. Il est clair que naturellement, le cheval se trouve sur son doigt numéro 3, donc ce qu'on appelle le canon, alors que nous avons nos os métacarpiens, respectivement métatarsiens, qui nous permettent de poser le pied. Une autre structure importante, c'est quand on voit ici, vous avez l'image radiographique du boulet avec l'os de la couronne, l'os du boulet, l'os de la couronne et l'os du sabot. Vous les voyez encore ici en live dans une préparation anatomique et vous voyez à quoi ça peut ressembler. Étant entendu que vous voyez que le sabot ici, vous avez l'os du sabot, vous avez un peu de l'os de la couronne, l'os de la couronne, et puis ce fameux petit os naviculaire qu'on regardera ensuite. Voilà, ensuite, quelque chose qui est important, et c'est une image que vous allez revoir souvent dans différents chapitres et dans différents cours, c'est en fait comment fonctionne ce suspenseur du boulet. Il est important de connaître les structures anatomiques à cet endroit, donc on va les faire en détail. Vous voyez tous le numéro 1, on commence par les os, cet os-là, c'est l'os du canon. Donc c'est celui qui se trouve ici. En fait, cet os du canon correspond à nos os métacarpiens ou métatarsiens pour les postérieurs. Ensuite, vous avez le numéro 2, c'est l'os du boulet. On l'appelle aussi P1 pour phalange 1. Ensuite, le numéro 3, c'est l'os de la couronne, ou P2, phalange 2. Ensuite, l'os numéro 4, ici, c'est l'os du sabot, ou P3. On continue avec ce fameux os naviculaire, qui est ce petit os ici. Naviculaire, pourquoi? Le nom, tout simplement parce que naviculaire veut dire petit bateau, et qu'en fait, si on regarde cet os sous un angle, il ressemble à un petit bateau. Et vous avez encore un autre os qui est important, c'est le numéro 6 ici, qui se trouve derrière l'articulation du boulet. On appelle ça des os sésamoïdes, et ils sont par deux, et ils permettent ensuite à certaines structures du tendon de venir glisser normalement. Voilà pour les 6 os que vous devez connaître dans les membres. C'est les mêmes aux membres antérieurs que les membres postérieurs. Ensuite, on passe aux articulations. Vous avez l'articulation carpienne, celle dont on avait parlé, qui s'appelle le poignet chez nous, et qui est tout simplement le carpe ici chez le cheval, faussement appelé le genou, tout simplement parce que dans le langage laïque, quand un cheval tombe sur son carpe, on dit il tombe sur son genou. Mais en fait, c'est l'articulation du carpe et ça correspond à notre poignet. Ensuite, vous avez l'articulation du boulet, vous avez l'articulation du paturon et vous avez l'articulation du sabot. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que l'articulation du sabot est une des seules articulations où vous avez 3 os qui articulent. Vous avez l'os ici du paturon,
vous avez l'os du sabot et vous avez l'os naviculaire. En principe, une articulation fait articuler 2 os, mais chez le cheval, l'articulation du sabot en fait articuler 3. Et ensuite, les plus importants sont les tendons. Vous pourrez voir et apprécier ici que la région où certains tendons se trouvent absolument nus. Il n'y a que la peau qui couvre, raison pour laquelle les chevaux dans cette région sont sensibles, et c'est la raison pour laquelle on met essentiellement des bandages ou des guêtres. Vous avez là le tendon fléchisseur digital superficiel, qui est le numéro 11. Vous avez le numéro 12, en rose un peu plus clair, qui est le tendon digital profond. Vous avez le suspenseur du boulet, qui est en violet, qu'on voit 2 fois. On le voit ici avec le numéro 13 et ici avec le numéro 13. Et vous avez la bride carpienne, qui est cette espèce de structure qui ressemble soit à un ligament et peu à un tendon, et qui vient supporter ici le tendon fléchisseur profond. Ces 4 structures tendineuses sont importantes à connaître. Voilà l'articulation en live, si vous voulez, du boulet. Vous voyez le suspenseur du boulet, c'est ce qu'on a vu le numéro 13 avant, et vous l'avez ici sur un membre antérieur et ici un membre postérieur. Je vous rappelle qu'on avait vu que la différence à ce niveau-là, c'était l'angle. Ici, si on continue, on a ici une articulation de 45 degrés et ici de 54 degrés. Donc en fait, le cheval derrière est un petit peu plus droit dans sa position. Ce qui est important de comprendre, c'est que sans le suspenseur du boulet, le cheval serait sur ses boulets au sol. Il n'arriverait pas à se tenir à l'arrêt debout. Ensuite, quand on regarde le pied, la structure du pied, ça c'est une image qui est assez impressionnante parce qu'elle permet de voir l'irrigation du sabot et du pied, du bas du pied. Et vous voyez que c'est ici, il y a un réseau assez dense de petits vaisseaux. Et vous voyez ici les 2 artères qui descendent et qui remontent avec les 2 veines, qui montrent que simplement il y a 2 vaisseaux en tout et pour tout qui irriguent le bas du pied. C'est pour ça qu'on appelle ça un cœur périphérique. Vous voyez que le sabot est extrêmement bien irrigué. Il y a un mécanisme qu'il faut connaître, c'est ce fameux mécanisme du sabot, donc la compression des veines par le coussinet plantaire qu'on voit ici. Contre le sabot agit comme une pompe pour faire remonter le sang dans le membre et le ramener au cœur. Donc il y a un système de valve à sens unique dans les veines du membre qui empêche le sang de retourner au sabot. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chaque fois que le cheval charge et pose son pied, les talons s'ouvrent derrière. C'est la raison aussi pour laquelle vous n'avez pas de clou en partie postérieure du pied quand le fer est posé correctement. Ça donne la possibilité aux talons de s'ouvrir, et quand les talons s'ouvrent, ce coussinet plantaire s'ouvre et cette éponge permet de prendre du sang, et au moment où il relève le pied, le sang remonte. Et c'est une des premières choses que vous pouvez constater quand un cheval n'a pas assez de mouvement. On dit qu'il est enflé ou on dit qu'il est engorgé. Il a tout simplement le sang ne peut pas circuler correctement. Dès que vous remarchez ce cheval normalement, cet engorgement disparaît. Ce mécanisme du sabot, vous le voyez encore ici, on a pris un fer à l'envers et vous voyez aussi les traces ici de ces talons qui s'ouvrent chaque fois que le pied se pose et qui permet ce mécanisme du sabot. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le cheval qui a besoin de mouvement, le sang, la circulation se fait grâce au mouvement, et chaque fois qu'il pose le pied, les talons s'ouvrent de manière à ce que cette éponge puisse pouvoir presser le sang vers le haut et permettre à la circulation de bien fonctionner. Voilà un sabot qui a été démonté, si vous voulez, pour que vous compreniez. Cette partie-là, c'est la partie vivante, un système de lamelles avec la couronne. Et vous avez l'autre système de lamelles, qui est le système de la corne. Ça, il faut vous imaginer un ongle. Et cet ongle-là permet une bonne fixation du sabot, partie morte, avec la partie vivante du système de lamelles du sabot. Ça, c'est aussi important de comprendre comment ça fonctionne et surtout comment ça tient ensemble. Ensuite, quelques notions de base de biomécanique que vous devez connaître ou que tu dois connaître. Et on va entrer dans les détails tout de suite. On se rend compte qu'en termes de termes et de définition, le cycle de foulée d'un seul membre est divisé en 2 phases importantes. Il y a la phase d'appui.
lorsque le membre est en contact avec le sol et la phase de soutien lorsque le membre n'est pas en contact avec le sol. Ici, ce que tu vois très très bien, c'est que les membres qui sont en rouge, ça c'est une image ou un dessin d'un cheval au trot, on se rend compte que les membres rouges sont en phase d'appui parce qu'ils touchent le sol et que les membres bleus sont en phase de soutien de la foulée parce qu'ils ne touchent pas le sol. Si on continue et qu'on considère le cycle de la foulée des 4 membres, le moment du cycle de foulée où aucun des 4 membres n'est en contact avec le sol est appelé phase de suspension ou phase aérienne. Et certaines allures, comme le pas ou les allures ambulantes, n'ont pas de phase de suspension. Par phase allure ambulante, on parle notamment du trotteur ou de cette espèce de course de trot qu'on appelle des ambleurs, où en fait les chevaux marchent comme des chameaux, les mouvements sont latéraux et pas diagonaux. Et vous voyez très très bien ici, sur le cycle de foulée, que la dernière image ici, la phase d'une foulée au galop, la dernière image montre une foulée dans la phase de suspension. Si vous regardez bien ici, le cheval ne touche absolument pas le sol pendant cette foulée, cette partie du galop. Je vous rappelle que le pas est une allure à 4 temps, hein, le trot une allure à 2 temps, et le galop une allure à 3 temps. En fait, il y a encore un demi-temps de plus dans la mesure où il y a ce temps où le cheval, ou ce demi-temps où le cheval ne touche pas le sol. Dans la phase d'appui, on distingue plusieurs phases encore. Le membre est en contact avec le sol. Cette phase elle est subdivisée en 4 phases. En fait, il y a l'atterrissage, c'est le premier impact. En général, ce sont les talons qui touchent le sol en premier. Ensuite, on a cette phase de posée. Donc, dès que le sabot touche complètement le sol, on est en posée. Ensuite, il y a la phase où le poids maximum vient. Là, c'est ce qu'on appelle le chargement. Et ensuite, il y a l'enlevé, ça c'est le moment où le déchargement se passe jusqu'à ce que le sabot quitte le sol, et ce qu'on appelle l'enlevé. Donc atterrissage, posé, chargement et enlevé. Important dans cette phase d'appui, c'est la force d'impact. Les impacts répétés à grande vitesse, en particulier lorsque la surface est dure, sont des facteurs importants pour la santé des membres. Ici, vous avez une image d'un cheval au galop. Les forces qui agissent sur le membre à ce moment-là peuvent être énormes. Au galop de course, un membre antérieur chargé supportera jusqu'à 2,5 fois le poids du cheval, par membre. On est bien d'accord, par membre. Donc on n'est pas loin, pour un cheval de 400 kg, on n'est pas loin d'1 tonne par membre. Et il n'est pas anormal, comme vous le voyez sur ce dessin avec la flèche, il n'est pas anormal que le boulet touche le sol. Donc la position de chargement du membre antérieur en pleine charge dans une phase de galop, vous voyez que les forces agissant sur le membre sont énormes et le boulet est en extension maximale. Donc le message à retenir pour vous, c'est que le facteur critique lors de l'entraînement d'un cheval ou lors du mouvement d'un cheval, c'est son système locomoteur. Le cheval est né comme un animal comme un athlète. Pourquoi? Parce que c'est un animal de troupeau qui réagit par la fuite. Il doit être prêt à bouger et réagir très très rapidement. Donc son système locomoteur est dès la naissance déjà un système d'athlète et très athlétique. Et si nous, comme humains, on vient et on commence à entraîner ou surentraîner un cheval, le premier point faible, c'est le système locomoteur. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous devez être sensible. Et je vous rappelle, posez la question à votre vétérinaire traitant ou posez-moi les questions par email si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet. Voilà, merci beaucoup pour ton attention et c'est le moment maintenant de faire le test de la partie 1 et 2. C'est un test simple avec des réponses assez faciles, mais c'est un bon moyen de faire le point pour savoir ce que tu as retenu de cette partie 1 et cette partie 2. Bravo et merci.